Bien, on va démarrer le conseil municipal. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vais déjà démarrer par l'appel. Donc, je suis là. Frédéric Bréja est absent. Il m'a donné pouvoir. Edith Bagard. Présent. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. François Franier. Virginie Génaud est absente. Elle a donné pouvoir à Edith Bagard. Jonathan Villers. Colette Mansuy. Jacques Lamblin devrait arriver. Ah ben voilà. Marie Virou. Joël Dissangro. Christian Flavenot est absent, il a donné pouvoir à Claude Mailly. Michel Bosch est absent, il a donné pouvoir à Alexandra Hugo, mais qui travaille, qui va pas tarder à arriver. Benoît Talot devrait arriver. Pierre-Jean Courbet est là. Claude Bailly. Catherine Duchesne. Stéphane Decugis devrait arriver, mais en retard. En attendant, il a donné pouvoir à Gérald Bardot. Valérie Didier, mais est d'astreinte et si elle est obligée de partir, c'est Catherine Laurin qui aura son pouvoir. Caroline Thomas a donné son pouvoir à Joël Dissangro. Ludovic Chaumet. Laurie Chouchou-Duplessis. Alexandra Hugo donc va arriver. Geoffrey Mérez-Volo. Nolan Bartel a donné pouvoir à Colette Mansuy. Pascal Huillier. Anne-Marie Di Marino a donné pouvoir à Laetitia Saucé. Barbara Bertozzi, elle va nous rejoindre. Surtout que Étienne Maire lui a donné son pouvoir. Thibaut Valois et Laetitia Saucé. Alors, il y a juste un document que vous allez recevoir demain ou lundi, je ne sais plus, parce qu'il y a un changement de règle. Donc, je commence par ça, de publicité des actes pris par la collectivité. Donc, en fait, c'est une ordonnance qui nous signale qu'à partir du 1er juillet, il y a quelques changements concernant la publicité et la diffusion des documents établis suite à la tenue des conseils municipaux. Donc, avant cette réforme, la commune établissait 3 types de documents utiles à une séance du conseil municipal. Donc, 1 000 € de plus sur 6 mois, avec les 3,5% si c'est voté à l'Assemblée après le 18 juillet. Et puis, on continue l'opération chèque cadeau que l'on développera également tout à l'heure lors d'une future délibération, donc pour les agents. Et c'est 31 000 € sur la ville qui va être sur le budget principal de la ville qui va être délivré aux agents. Il y a toujours une subvention pour Ciné-Lune de 50 000 €. Et ça sera nécessaire cette année, qu'on soit clair, parce qu'aujourd'hui, on hésite, puis en plus avec le Covid qui repart un petit peu, à aller au cinéma et on n'atteint pas encore l'objectif qui était réalisé fin 2019 quand le cinéma a ouvert. Le contingent incendie, on a aussi une augmentation de 17 231 €. Je rappelle que le contingent incendie, c'est la caserne des pompiers, pour faire simple, et qu'elle nous coûte à l'année 1 290 248 €. Ce n'est pas un service gratuit. La ville de Lunéville paye et paye cher le fait d'avoir une caserne sur la ville. Enfin, vous avez vu que les charges financières, on a renégocié un emprunt à la Caisse d'épargne, où la Caisse d'épargne a accepté d'abaisser sa marge et les 16 000 et quelques euros que l'on a en charges supplémentaires sont amortis sur 3 ans par rapport à un emprunt de 13, donc ce qui était une bonne opération. Je pense que ce sera une des dernières opérations qu'on réussira en termes de charges bancaires, parce que je vous rappelle qu'on avait contracté un emprunt avant le 1er mai à 0,85% et que, vous le voyez, c'est pareil pour les privés, que les taux bancaires augmentent de manière considérable. Concernant la section d'investissement, donc
Vous avez vu que hors excédent du 1 928 192 €, les recettes de fonctionnement sont abondées de par le compte administratif et de par tout ce qu'on a récupéré, de 315 549 €. Et voilà, et qu'on va continuer à investir, et que du coup, on peut se permettre d'investir un peu plus par rapport aux bons résultats, et qu'on a décidé donc d'avancer des investissements pendant que on peut se le permettre, entre autres le remplacement d'un camion. On l'avait annoncé dans le cadre du plan propreté qu'il y aurait un investissement pour un camion en 2023, mais on pouvait le faire cette année, donc on le fait. Et en sachant que c'est important de le faire parce que c'est pareil, ils sont en train d'augmenter et les augmentations pourraient avoisiner en 2023, d'après les chiffres qu'on a, de plus de 15%. Donc c'est un camion qui va et nettoyer, et déneiger, et laver, enfin, qui est multifonction. On va continuer à investir également 90 000 € pour les travaux de séparation des réseaux, et 70 000 € pour l'aménagement des espaces verts dans le secteur Libération Lila. Vous savez, c'est le nouveau petit lotissement qui a été créé par l'OPH. Et donc, tout ce qui est domaine public revient à la ville. Et donc, on va aménager l'espace vert une fois que les rétrocessions définitives seront faites, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et on continue également à investir donc 26 400 € de travaux dans ce qu'on appelle le centre administratif. Le centre administratif, c'est le bâtiment qui est en face l'école Hubert-Monet, près du parking L'Huillier. Et là, j'ai été contactée, pour être clair, par un organisme, donc une mutualité, qui voulait créer un cabinet médical avec des médecins salariés, donc les médecins libéraux. Et on leur a fait visiter ce lieu qui est en ville, avec un ascenseur, pas loin d'un parking. Et donc, on va accueillir 3 médecins, donc salariés mais généralistes, a priori au 1er janvier. Et puis en plus, ensuite, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que par rapport au désert médical futur et aux moyennes d'âge des médecins généralistes, qu'ils soient libéraux ou pas d'ailleurs, généralistes dans la ville, accueillir 3 médecins, c'est plutôt agréable. Et ils veulent continuer à développer, donc on va continuer à travailler avec eux. Ensuite, les capteurs dans les écoles, hein, on a parlé à plusieurs reprises, hein, pour 14 000 €, en sachant que nous, on avait fait le choix d'équiper toutes les salles de cours de capteurs fixes, hein. Je rappelle que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il y a beaucoup d'écoles en France qui se repassaient le capteur de classe en classe tout au long de la semaine ou de la journée. On va continuer à faire du remplacement de fenêtres dans Herbey-le-Cimetière et puis de faire quelques travaux au service technique. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce budget supplémentaire. Donc, comme je l'ai dit, ce budget d'ajustement nous permet de continuer à travailler sur l'année de manière sereine. Concernant le budget de l'eau, il n'y a rien de particulier. Il y a juste 90 500 € qui sont prévus en dépenses et en recettes, comme vous l'avez vu, parce que on est encore, on a 2 ans, je crois, hein, pour finir complètement le contrat avec Veolia. Donc, c'est des échanges de fin de contrat. Dans une approche prudentielle, les crédits, on les a mis en provision au cas où on ne récupère pas sur le budget d'eau les 90 500 €, mais il n'y a pas de raison. Là, c'est vraiment de la gestion de fin de contrat. Concernant le budget location, donc vous voyez qu'au niveau des recettes de fonctionnement, on encaisse le loyer de Cité Lume, donc du cinéma, hein, de près de 104 000 € sur une année. On a également sur ce budget le loyer de l'AEIM, pour le site Germain-Charrier. Vous souvenez-vous, ça fait depuis le mois d'avril qu'on les a accueillis pour une durée environ 2 ans parce qu'ils font des gros travaux dans leurs locaux. Ils avaient besoin d'un site supplémentaire et donc on les accueille depuis le mois d'avril et ça se passe très bien et ils nous payent un loyer. Et puis il y a un complément de loyer sur la ZAC des faïenceries pour la Croix-Rouge
qui se développe à Lunéville, et ça c'est également une bonne opportunité parce qu'ils forment des personnes qui sont essentiellement d'aide à la personne et on en a de plus en plus besoin. En tout, ils nous payent à peu près, ils nous payent pas à peu près, ils nous payent un loyer de 30 000 € à l'année, donc ce qui est une ressource, c'est une ressource complémentaire. Sur le budget restauration, on a juste inscrit 10 000 € de charges supplémentaires de personnel de fait, de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, du point d'indice, et on reporte l'excédent, ce qui nous permet de continuer à avoir un budget maîtrisé, l'excédent qu'on avait voté au compte administratif de 52 508 €. Voilà pour la présentation DBS. Donc, des budgets supplémentaires. Moi, je suis prête à répondre à des questions si vous avez des remarques ou des questions avant qu'on passe au vote de ces budgets. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Oh, j'allais dire, il n'y a pas de questions. On va voter. Monsieur Valois, je vous donne la parole. Merci, Madame le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on a entendu que c'était un moment d'ajustement dans le projet de l'année. Il n'y a pas donc de réorientation de votre politique, hein, globalement. Vous êtes dans la continuité. Eh bien, nous serons dans la continuité de ce que nous avions. C'est comme message lors du vote de ce budget primitif. On ne se reconnaît pas dans le projet que vous portez qui, à notre sens, ne met pas comme priorité numéro 1 les enjeux de solidarité qui sont au cœur des problématiques vécues aujourd'hui par nombre de nos concitoyens. Vous l'avez évoqué pourtant dans votre intervention, des vrais soucis de pouvoir d'achat. Vous ne mettez pas non plus les moyens à la hauteur des enjeux écologiques qui sont face à nous. Donc tout simplement, et sans rentrer dans un débat trop long, je voulais vous signaler que nous ne voterions pas le budget supplémentaire avec votre majorité ce soir. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises. Voilà, merci. Merci, Monsieur Valois. Il n'y a effectivement pas beaucoup de surprises. Je rappelle juste qu'une collectivité comme la nôtre n'a aucune action sur le pouvoir d'achat, à part maîtriser, entre autres, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pour les propriétaires, la taxe foncière. Et Monsieur Lamblin veut la parole, donc je lui donne la parole. Oui, je parlais latin. Primum non nocere. C'est médecin. D'abord, ne pas nuire, c'est-à-dire qu'en clair, déjà, tout faire pour ne pas augmenter, enfin, tout ce que vous avez dit, Madame le maire, eh bien, c'est déjà très important. Voilà. Je ne suis pas étonnée d'autres remarques. Je rappelle juste quand même qu'il y a des grosses collectivités aujourd'hui. J'en citerai quelques-unes. Tours, Annecy, qui augmentent les impôts de manière pharaonique, exponentielle, de plus de 10%. Il y en a même qui montent jusqu'à 15-16%. Voilà, donc maîtriser l'impôt aujourd'hui, c'est hyper important. Après, je ne suis pas étonnée de votre remarque. Donc, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Donc, alors, je vais reprendre les délibes, une par une, les délibérations. Donc, la première, c'est le budget supplémentaire concernant donc le budget principal. Donc, le projet de délibération, donc le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le budget supplémentaire du budget. Adopte le budget supplémentaire du budget principal 2022 pour un montant total de 6 199 484 € autorise le mandatement de la subvention d'équipement à destination du budget location d'un montant de 202 000 €. Donc, qui est contre cette délibération? Alors, tout le groupe de Monsieur Valois, qui s'abstient, il est voté à la majorité. Ensuite, le budget concernant l'eau. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget de l'eau 2022 pour un montant total de 561 665 € et 35 centimes,
autorise la constitution d'une provision à hauteur de 90 520 €. Qui est contre cette délibération? Donc, Monsieur L'Huillier, vous êtes pour, hein? Ok. Non, mais vous n'avez pas levé la main, donc vous êtes pour. Ok, ça marche. Donc, tout le groupe... Ben ouais, mais vous êtes sur votre téléphone, donc je suis gentil quand même, hein, vous avez remarqué. Hein. Donc, le groupe de M. Valois est contre. Qui s'abstient? Le budget supplémentaire de l'eau est voté à la majorité. Donc, budget location. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget location 2022 pour un montant total de 415 097 € et 76 centimes. Qui est contre cette délibération? Donc, le groupe de M. Valois sans M. L'Huillier. Voilà. Donc, qui s'abstient? Bon, bah, ok. Alors, j'ai bien compris. Donc, vous votez pour le budget location? Oui, ok. D'accord. Alors, on recommence, Monsieur L'Huillier. On est sur le budget location. Qui est contre le budget location? Attends, on va recommencer. On est sur le budget location. Donc, vous avez peut-être un petit creux ou je ne sais pas, mais c'est pas la bonne heure pour vous. Voilà. Qui est contre le budget location? Alors, qui est contre le budget location? Monsieur L'Huillier et donc tout le groupe de Monsieur Valois vote contre. Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité, à la majorité, pardon. Et budget restauration maintenant. Donc là, pour votre information, on cuisine, on a un cuisinier, on n'a pas de délégation. Hein. Voilà. Donc le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le budget supplémentaire au budget restauration 2022 pour un montant total de 78 937 € et 58 centimes. Donc qui est contre ce budget restauration? Voilà. Donc tout le groupe de M. Valois qui s'abstient et est voté à la majorité. Merci d'avoir fait l'effort de lever la main. Alors, on continue sur les finances. Donc là, on est sur des sujets un peu plus... Enfin, c'est pas embêtant, mais c'est toujours décevant, je dirais. C'est les provisions et les reprises de provisions. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, c'est la trésorière municipale qui m'écrit. Pour les trois suivantes sont dans cet esprit-là, pour m'indiquer qu'on a du mal à recouvrer donc les montants pour lesquels la ville a effectué des prestations. Donc la première délibération, je vais vous la lire hein, parce qu'elle est explicite. Hein. Donc c'est le conseil municipal après avis de sa commission des finances décide sur le budget principal de constituer une provision pour risque de créances irrécouvrables pour la somme de 44 270 € et 72 centimes, nature 6 817, enveloppe 13 110. De procéder à une reprise de provision pour un montant de 10 686 € et 54 centimes, nature 7 817, enveloppe 13 131. Sur le budget location, de constituer une provision pour risque de créance irrécouvrable pour la somme de 1 101 € et 50 centimes, nature 6 817, enveloppe 8 187. Et sur le budget restauration, de constituer une provision pour risque de créance irrécouvrable pour la somme de 3 600 €, nature 6 817, enveloppe 18 209. De procéder à une reprise de provision pour un montant de 1 590 € et 30 centimes, nature 7 817, enveloppe 20 223. Donc là, c'est les provisions ou des reprises qui sont demandées par le Trésor public et on n'a pas vraiment le choix d'accepter. Alors, vous avez vu que vous avez des noms. Donc, comme d'habitude, je vous le répète, hein, bien évidemment, on les garde pour soi, bien évidemment. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses qu'on voit traditionnellement maintenant? Non. Donc, on va voter. Qui est contre cette délibération?
qui s'abstient. Elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante, donc, c'est d'admettre là, cette fois-ci en non-valeur, c'est-à-dire c'est des créances définitivement éteintes, mais pour lesquelles il n'y a pas eu d'acte de justice. Donc, je vous les lis aussi. C'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'admettre en non-valeur les sommes suivantes. 1 556,88 € sur le budget principal, 960,40 € sur le budget restauration, et précise que la dépense sera imputée nature 6 541, enveloppe 18 866 sur le budget principal et 10 184 sur le budget restauration. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La dernière de la série concerne donc les créances trop anciennes éteintes, où là, il y a eu certainement des soucis, plus que des soucis, où il y a eu des passages en justice, dont souvent des faillites personnelles. Donc ça, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'admettre en créance éteinte par émission de mandat sur la nature 6 542, enveloppe 19 947, la somme suivante de 5 273,78 € sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, la suivante, c'est page 25. Il y a beaucoup de pages à tourner pour celles et ceux qui cherchent. Donc, concerne toujours les finances. Ça concerne la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale avec toutes les affectations donc pour l'année 2021. Là, on prend acte de ce qu'on a fait au niveau de l'année 2021. Donc, vous avez vu que le montant que l'on perçoit est de 3 811 920 €. Que ce montant, vous avez vu les différentes lignes pour lesquelles elle est utilisée, mais pour rappeler, elle est utilisée, cette DSU, pour les associations qui interviennent essentiellement dans les quartiers en difficulté. Également pour les frais de la mairie annexe qui ont une vraie mission, entre autres dans le quartier Nina Manzola. Pour compenser la différence entre le coût de revient et le prix vendu aux familles, donc pour les enfants, en fonction des catégories de quotas familiales, et puis également pour tous les sites à vocation sociale. Et elle est également versée dans le cadre de l'aide sociale au personnel communal. Il y a une différence, vous voyez, entre les 800 000 et les 500 000 et quelques qui sont annoncés. C'est tout simplement tous les petits frais à charge de 300 000 € qui sont en charge indirecte pour gérer la DSU. Voilà, c'est une prise d'acte. C'est assez classique comme délibération. On la passe tous les ans à la même période. La DSU, c'est quelque chose d'important pour nous. Et quand vous voyez toutes les actions qui sont faites, donc c'est important de bien connaître ces dotations. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de la voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie parce que c'est vraiment important pour beaucoup de Lunéville. Ensuite, la délibération suivante concerne l'aménagement urbain. Donc, c'est le rapport annuel du maire sur le prix à la qualité du service public de l'eau potable pour 2021. Et donc, c'est François Franier qui va nous la présenter. C'est quelque chose qu'on voit également tous les ans à la même période. Merci Madame le maire. Je propose de présenter les trois délibérations à la foulée. Et je vais commencer par le compte-rendu d'activité de concession du gaz. Donc l'activité de GRDF sur notre concession, il y a donc 7 547 clients du réseau. La longueur du réseau est de 83 km. L'année d'échéance est à 2040, c'est un contrat de 30 ans.
Les recettes d'acheminement et hors acheminement sont de 2 373 000 euros. La valeur nette réévaluée du patrimoine, 8 748 000 euros. Les investissements réalisés sur la concession sont de 733 000 euros. Les quantités de gaz acheminées, 166 gigawattheures et la quantité de biométhane injecté au niveau de la région de 536 gigawattheures. Le nombre d'interventions de sécurité gaz de 93. La décomposition du prix du gaz, elle vous est présentée. Donc nous voyons que en fait c'est la molécule qui est à la majorité. Donc elle représente quand même 33% du prix du gaz, la distribution 27% et les taxes 29%. La filière biométhane, donc je fais un petit aparté sur la filière biométhane, c'est d'actualité. Avec plus de 150 sites de production de biométhane mis en service en 2021, la filière totalise 6410 gigawattheures de capacité d'injection fin 2021 et a déjà dépassé l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est de 6000 gigawattheures de biométhane injectés pour 2023. Donc là, vous voyez une courbe, vous avez l'évolution entre 2011 et 2021, la progression du nombre de sites biométhane. Le biométhane est donc utilisé pour trois sources. Il y a l'injection, qui représente 28% de la filière, et il y a la production d'électricité et de chaleur, qui représente 72% de la filière. Est-ce que vous avez des questions sur le crack? On va passer à... Alors, tu as fini la présentation, là? Oui, mais Alors, attends, on va rester sur... On va voter parce que on est page 30. Hein. On nous a présenté le gaz. Alors, moi, j'avais annoncé l'eau. Mais bon, pas grave, hein. On va s'adapter. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non? Alors, Benoît a une question. Il faut que tu éteignes ton micro, François. Je voudrais revenir sur le premier graphique, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Celui d'avant, encore. Encore. Oui, celui-là. On voit quantité de gaz acheminé, 166 gigawattheures. Quantité de biométhane injecté dans la région, 536 gigawattheures. Quelle est la différence entre gaz acheminé, puisque je suppose que s'il est acheminé, il n'est pas injecté, mais quelles sont les définitions? Acheminé, c'est sur notre réseau. Sur notre réseau, 536, c'est au niveau de la région. Attends, éteins ton micro, comme ça tout le monde entend François, parce que du coup... Les 166 gigawattheures, c'est sur notre réseau. Et les 536, c'est sur le réseau du Grand Est. Les chiffres qui nous ont été fournis par GRDF. Oui, mais là, ils nous ont donné des chiffres au niveau région. Pour le biométhane. Le début, les 7547 clients. Non, c'est en bas. Non, mais les 7547 clients, c'est à Lunéville. Les 83 km, c'est à Lunéville. Et l'échéance du contrat, parce que nous, GRDF utilise le domaine public pour passer son gaz. Donc l'échéance du contrat s'arrête en 2040. Ensuite, les recettes, tout ce qui est... GRDF a investi 733 euros KE Pro à Lunéville pour réaliser tous ces de chantiers, en fait, d'investissement. Et ce qui réévalue le patrimoine à 8 748 000 euros, pardon. Et les recettes d'acheminement et hors acheminement sont 2 373 000 euros pour GRDF, pas pour la commune, malheureusement. Hein. D'accord? Et ensuite, le reste, c'est au niveau de la région. 166, c'est chez nous, et les 536, c'est au niveau de la région.
Une, pour être sûr d'avoir bien compris, 166 gigawattheures sont les quantités de gaz que GRDF injecte sur la commune de Lunéville, achemine dans les foyers et dans les turbines ou les chaudières, et 536 qui n'a rien à voir, Voilà. c'est la quantité de biométhane injectée sur la totalité de la région et malheureusement pas sur le territoire de la ville de Exactement. Lunéville. Exactement. Voilà, c'est ces deux chiffres juxtaposés qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui m'avaient interpellé. Merci, c'est plus clair. Alors, monsieur L'Huillier, éteins ton micro. Alors, moi, j'ai une question, c'est sur le nombre d'interventions de sécurité gaz. Ça concerne la MP et la BP, ou ça concerne que des interventions du genre suppression, branchement, les 93, voilà. On va vous répondre. Il va vous répondre. Il est prêt. Les différents types d'interventions. Donc il y a eu... je vais vous donner... Attendez, Je vais vous les donner. Je vais vous donner les différents types. il va vous répondre. Donc, en intervention, il y a 37 manques de gaz sans fuite. Il y a 52 fuites de gaz sans risque. Il y a 3 interventions incendie et ou explosion. Et il y a 13 incidents autre nature. Dans les incidents ou explosions, il y a une intervention sur un régulateur d'embranchement collectif au 4 rue Girardet. L'appel a été formulé odeur ou fuite de gaz et ça a été donc traduit comme classé en tant qu'incendie ou explosion. Il y a eu une intervention au 12 rue de la République, départ de feu dans un plafond, éteint par les pompiers, vérification étanchéité de l'installation. Oui. Et une intervention au 51 rue François Richard, c'est un pavillon qui est non alimenté par le gaz. Je ne peux pas vous en dire plus. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce rapport d'activité? Non? Eh bien, écoute, tu nous lis la délibération. Je crois que tu l'as pas lu. Aménagement urbain, compte rendu d'activité GRDF 2021 pour la distribution publique du gaz naturel. Conformément à l'article L14-3 du Code général des collectivités territoriales, le compte rendu d'activité pour la distribution publique du gaz naturel 2021, établi par le concessionnaire GRDF, va être présenté à l'Assemblée délibérante. Ces dispositions ont pour but de renforcer la transparence et l'information dans la gestion de ce service. Ce rapport sera mis à disposition en mairie dans les 15 jours suivant sa présentation au conseil municipal. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de la commission consultative des services publics locaux du vendredi 24 juin 2022, après avis de sa commission des finances, prend acte du compte rendu d'activité 2021 pour la distribution publique du gaz naturel établi par GRDF tel que présenté et s'engage à le tenir à disposition du public. Alors, merci François. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée donc à l'unanimité. Donc maintenant, on va... J'avais pas... On prend acte. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Non, non, mais j'étais content que vous votiez comme nous. Voilà, Donc c'est pour ça. Pas pour tout, mais là, c'est C'est pour ça, du coup. Non, on prend acte. Oui, je suis... Alors, maintenant, c'est toi qui m'as perturbé, parce que maintenant, on va revenir à la page 28 pour ceux qui ont les documents, et François va vous présenter le rapport donc sur l'eau potable. Et comme d'habitude, on fait c'est le même rapport en fait, un rapport du maire et un rapport du délégataire. Donc on ne vous fait qu'une seule présentation. Alors, je lis la délibération en premier. Alors. Aménagement urbain, rapport du délégataire sur la gestion du service public de l'eau potable pour l'année 2021. Commission des finances du 26 juin 2022 pour avis.
En application des dispositions du décret 95-635 du 6 mai 1995, et conformément au contrat de délégation, le délégataire est tenu de présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur la gestion du service public de l'eau pour l'année 2021. Ces dispositions ont pour but de renforcer la transparence et l'information dans la gestion de ce service, suivant la loi 95-127 du 8 février 1995, relative au marché public et délégation de services publics, ainsi que la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ce rapport permet de connaître la nature et l'importance du service rendu, la qualité et la performance de service rendu, sur le plan technique, sur le plan de sa gestion financière. Une mise à disposition de ces deux rapports se fera en mairie dans les 15 jours suivant sa présentation au conseil municipal. Donc, je vais vous présenter le rapport. Exercice 2021. Le patrimoine, nous avons donc une usine de traitement. Nous avons 2 fois 2 cuves de stockage de 5000 m3, 93 km de réseau et 5416 branchements. Là, vous avez un synoptique concernant la production d'eau. La production d'eau potable en sortie d'usine était de 1 383 739 m3. Il n'y a eu aucune importation de l'extérieur. Et nous avons donc cette production qui est divisée en 2 parties. Une partie qui sert pour l'exportation, c'est-à-dire les communes voisines, et une autre partie qui est mise en distribution au sein de la commune. La consommation comptabilisée est de 908 890 m3. Il y a une consommation sans comptage, ça concerne essentiellement les bornes à incendie, 8 950 m3, et un volume de service de 14 208 m3. Nous avons une perte en réseau de 239 931 m3. Donc, je résume. Nous avons donc 1 383 739 m3 d'eau produite, 211 760 m3 d'exportés, 908 890 m3 consommés. Le rendement du réseau est donc de 82,66%. La qualité de l'eau, analyse bactériologique 100% conforme, analyse physico-chimique 100% conforme. Nous avons mis en place une station d'alerte qui sera opérationnelle en fin juillet 2022. Elle permettra de suivre plusieurs paramètres de qualité en amont de la prise d'eau afin de prévenir d'une éventuelle pollution et prendre des dispositions nécessaires à la continuité de la production. Cette station d'alerte est sur le domaine de Frimbois. La facture d'eau type de 120 m3. Donc vous avez la ligne qui concerne le contrat, la facture au 1er janvier 2021 et la facture au 1er janvier 2022. Vous notez une petite augmentation de la part de l'exploitant qui est due à la révision due au coût des matériaux actuels. Donc, total TTC en début de contrat, c'était 222,94 €. En 2022, c'est 225,14 €. Voilà, Madame le maire. Merci François. Moi, je voudrais revenir sur les volumes et le réseau, le rendement du réseau. C'est quelque chose d'important. Donc, vous voyez qu'il a baissé. Il est de 82,66, donc on est en 21. Je vous rappelle que l'ARSOR a pris le contrat au 1er août 2020. Et donc, c'est la première année pleine qu'ils font. Donc, bien évidemment, on les a rencontrés. On les a alertés donc, sur ce rendement qui n'est pas bon, à savoir qu'ils ont, enfin pas bon, tout est relatif, hein, mais moins bon qu'avant, à savoir qu'ils ont un objectif à fin 2023 de 86,50% et à la fin du contrat de 87,50%. Bon, les pénalités, vous le savez, s'appliquent à partir du moment où il y a 3 ans de suite un rendement inférieur à l'objectif. Donc,
Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on les a alertés sur ce pourcentage qui est moins bon que ce qu'on pouvait espérer. Alors, leur argument, c'est méconnaissance du réseau, donc qui peut être effectivement, lors de la première année complète de prise d'un contrat, qui peut être entendu, je dirais. Mais on les a également, bien évidemment, alertés sur les fuites qui doivent être travaillées quand fuite il y a. Donc, bon, je pense qu'ils ont bien entendu notre discours et que je pense que 2022, du moins je l'espère pour eux et pour nous, que 2022 sera meilleur, mais ils savent qu'on surveille de manière drastique. Concernant les prix, parce que c'est quelque chose d'important, vous avez vu qu'au 1er janvier, les prix avaient baissé parce que il y a un calcul de prix, un coefficient qui s'applique. Au 1er janvier, ça avait légèrement baissé par rapport à la proposition initiale. Et là, au 1er janvier, donc 21, parce qu'on est sur l'exercice 21, là on fait le point de l'année 21, et au 1er janvier de 22, ça a augmenté ça a augmenté. Le calcul se fait essentiellement sur 3 points, François l'a indiqué, la main-d'œuvre, les frais de personnel. Et là, c'est pareil, vous allez voir, les entreprises vont être obligées, quand elles le peuvent, d'augmenter leurs salariés. Donc, il va y avoir un incident. L'électricité est un gros poste sur l'usine des eaux. C'est un des plus gros postes. Donc, on connaît les coûts d'électricité aujourd'hui. Et puis, il y a un indice également qui est sur les produits pétroliers. C'est classique dans les clés de répartition. Donc, voilà. Donc, pour 2022, on est pratiquement comme en 2020 parce qu'on avait une baisse en 2021. 2023, l'eau, comme beaucoup de charges, malheureusement, risque de légèrement augmenter. Voilà ce que je me permettais de préciser, François, par rapport à la présentation. Il y a aussi l'agence de l'eau. Donc, on a la présentation de l'agence de l'eau. Alors, écoutez, on va continuer. Donc, vous avez reçu un petit résumé de l'agence de l'eau. Vous voyez que dans les recettes, tout ce qui est vert, ce sont des recettes qui ont baissé. En orange, ce sont des recettes, je parle des recettes pour l'agence de l'eau. En orange, ce sont des recettes qui ont légèrement augmenté et en rouge, c'est une recette qui a été créée. En dépenses, en intervention, c'est-à-dire ce sont des subventions qui sont allouées. Vous voyez que tout ce qui est en rose, ce sont des recettes qui ont baissé pour les collectivités, les subventions. Par contre, il y en a une qui a doublé, et c'est la subvention aux collectivités rurales et urbaines. Bien. Voilà, Madame le maire, je lis la délibération. Vas-y. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de la commission consultative des services publics locaux du vendredi 24 juin 2022, après avis de sa commission des finances, prend acte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable tel que présenté et s'engage à le tenir à la disposition du public. Merci François. Alors, avant de prendre acte, est-ce qu'il y a des questions par rapport à les présentations que François nous a faites à l'instant? Alors, Benoît, tu as levé la main, je crois. Bon, prends la parole. De mémoire, les années précédentes, le rendement était bien supérieur. Qu'est-ce qui explique techniquement cette baisse du rendement de 10% en une année? Il n'y a pas eu de chantier, il n'y a pas eu de fuite énorme, à ma connaissance. Donc, est-ce qu'on a une explication technique sur cette baisse de rendement? Et la deuxième question, c'est, je n'ai pas vu de présentation sur les rapports physico-chimiques et bactériologiques, aucun renseignement sur cette partie-là. On va l'avoir après? Non, attends. Finis la question. Quand est-ce qu'on va l'avoir? Alors, arrête ton micro, puis on va répondre. Alors, moi, concernant le rendement, je l'ai expliqué, mais visiblement, tu parlais avec ton voisin au même moment.
Donc, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. On a rencontré, je rappelle, hein, parce que c'est ce que je viens de dire, on a rencontré la SOR récemment pour leur demander bien évidemment des explications. C'est ce que je viens de dire il y a 3 minutes, Benoît. Et en les alertant effectivement du mauvais taux. Bon, une des explications qu'on peut entendre, ils ne connaissaient pas le réseau, c'est la première année pleine, hein, donc ils ne connaissaient pas le réseau, bon, ça on peut l'entendre. Et sur le traitement des fuites, c'est de leur responsabilité. Donc on leur a demandé de traiter les fuites quand il y en a et de les détecter en amont et surtout de les traiter. En sachant qu'ils ont un objectif qu'ils doivent atteindre la 3e année du contrat et à la fin du contrat. Donc là, voilà. Ben, en tout cas, c'est l'argument qu'ils nous ont donné. Ils ne sont pas encore dans un objectif. Ça ne donne pas satisfaction. Ça ne nous donne pas satisfaction d'avoir ce taux-là. Néanmoins, c'est l'explication. Et ils sont. Et leur objectif. Et ils ne sont pas encore dans la 3e année pour aller plus loin, nous, par rapport au contrat. Après, François, tu as une explication? Alors, en termes de fuite, il y a eu 25 fuites importantes. Il y a eu 10 fuites sur des conduites, mais importantes. Il y a eu 8 fuites sur des branchements et il y a eu 7 renouvellements de branchements pour fuite. Une fuite, ça ne se trouve pas en 5 minutes et ça coule et il faut trouver la fuite. Donc là, on a une augmentation de à peu près 100 000 mètres cubes à peu près. Et c'est parti, notamment dans ces grosses fuites, mais c'est toujours fuyant un réseau. Hein. Oui. Ça ne se trouve pas comme ça, et en plus, c'est pas perdu, ça retourne dans le milieu naturel. Concernant les prélèvements, donc il y a eu, en 2021, 24 analyses microbiologiques et conformes 24. Il y a eu 46 analyse paramètres physico-chimiques et 46 conformes. C'est 100%. Le taux de conformité est donc de bien 100%. Et les rapports sont effectivement affichés systématiquement en bas. Sur le... Oui, Jacques, vas-y, je te donne la parole. Je voudrais faire une remarque complémentaire. La première, c'est que certes, le taux a baissé, ce qu'on peut déplorer, mais ça reste, tu l'as dit, encore un taux excellent. Plus de 80% de rendement, c'est vraiment bon. Je rappelle, on en avait parlé quand on était en plein dans le sujet, il y a des communes pas trop loin d'ici, de taille équivalente, qui ont des rendements de l'ordre de 50%. 50%, c'est-à-dire que le réseau est fuyard, la moitié de l'eau qui est produite part dans la nature. Hein. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que l'eau qu'on perd, là, en quelque sorte, c'est de l'eau qui a été prise dans la Meurthe et qui est détournée, puis où est-ce qu'elle va se retrouver? Dans la Meurthe. Hein, c'est jamais qu'un... C'est pas la même chose qu'une situation où on irait pomper de l'eau dans la nappe. Hein. C'est pas du tout le même niveau de gravité. Mais là où vous avez raison, Madame le maire, c'est qu'il ne faut pas laisser les choses, même si, je répète, ce rendement est encore très correct, on ne peut pas laisser la situation descendre alors qu'il y a des engagements qui vont dans l'autre sens. Une petite consolation, c'est que là, ceux qui perdent l'argent, c'est la SOR. Parce que cette eau qui est partie, ils l'ont produite, elle a eu un coût et ils ne l'ont pas vendue. Donc ils ont tout intérêt, eux-mêmes, hein, à rectifier le tir. Et dernier élément, on leur a donné quand même tous les éléments en main, puisque rappelez-vous, on avait fait une sectorisation du réseau, c'est-à-dire qu'il y a des détecteurs de... Enfin, notre réseau est sectorisé, ça veut dire ce que ça veut dire, et il y a des détecteurs de fuite qui sont judicieusement placés, qui permettent de localiser avec une certaine précision le secteur où ça fuit. Alors, on devrait arriver assez rapidement à rétablir la situation. Disons que la SOR a tous les éléments du débat en main. Voilà.
Et je rappellerai juste que Veolia est parti, pas comme un voleur, mais pas loin, vu qu'ils sont partis en un mois, en donnant vraiment les consignes minimum à la SOR, alors que normalement ça se passe, voilà, ça pourrait se passer de manière un peu plus professionnelle, mais qu'ils avaient le droit de le faire et ils ne s'en sont pas gênés. Ils ont débauché, ils sont partis avec tout leur personnel, c'est que du personnel nouveau qui est arrivé pour prendre ce dossier-là. Alors pareil, hein, ils étaient complètement dans la légalité. C'était quand même un peu violent pour le nouveau prestataire. Et que là, je pense qu'à partir de 2022, on va voir réellement le résultat à nouveau du travail qu'ils font. Voilà. Et il n'y a pas à en douter. De toute façon, ils ont un objectif et ils devront atteindre l'objectif et ils le savent, tout simplement. Bien. Oui, Benoît. Puis après, on va arrêter là. Et quel est le plan d'action qu'ils proposent pour faire diminuer ces fuites? C'est ce qu'on leur a demandé. Donc, ils ne l'ont pas fourni encore. Le rapport, il est arrivé il y a une semaine, hein. Donc, enfin 10 jours aujourd'hui. Donc, effectivement, ils vont... Eux, ils connaissent les chiffres depuis un certain temps. Non. Ils ont quelques mois pour nous produire. Ils ne donnent pas les chiffres le 1er janvier de l'année qui arrive. Non, mais les chiffres de perte et de rendement, ils les connaissent et ils n'ont pas proposé de plan d'action en voyant le rendement diminuer de 10%. Ils ont un objectif à atteindre. Ils nous ont dit qu'ils l'atteindraient. Après, ils n'ont pas de plan d'action à atteindre. Eux, ils ont un objectif. Ils ont un contrat avec un objectif, contrairement à d'autres sociétés qu'on connaît sur d'autres sujets pas loin. Ils ont un objectif et ils doivent atteindre l'objectif. Et ils l'atteindront. On en reparlera l'année prochaine. Eh bien, on en reparlera. Parfait. Donc là, on prend acte de ce rapport, donc il y a le rapport du maire, et puis c'est la même chose sur le rapport du délégataire. Tu l'as pas lu, si? Tu as lu les deux? Oui. Ok, donc on prend acte aussi sur le rapport du délégataire. Ensuite, les affaires scolaires. Donc, je donne la parole à Jonathan Devillers. Merci, Madame le maire. La première délibération concernant les affaires scolaires que nous vous présentons ce soir concerne les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires. Et nous vous proposons de reconduire les tarifs que nous avions votés l'année dernière sans aucune augmentation de celle-ci. Et j'apporterai un élément à votre connaissance, c'est que les tarifs pour les activités extrascolaires, c'est-à-dire l'accueil de loisirs, l'île aux vacances, en fait, le tarif affiché ne prend pas en compte l'aide au temps libre que fournit la CAF pour les enfants, qui est à peu près de 3,80 €. En fait, le tarif affiché de entre 13,20 € et 13,70 €, en fait, il y a une déduction faite aux parents du montant de cette aide au temps libre. Et on a fait le choix de ne pas afficher cette aide au temps libre dans notre grille tarifaire parce qu'elle bouge chaque année par rapport à des calculs de la CAF. Voilà. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions sur les tarifs périscolaires et extrascolaires? Non? Écoute... Donc, je vais lire le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, adopte les tarifs à compter du 1er septembre 2022, tels que figurant en annexe 3 du règlement intérieur des services périscolaires et annexe 1 du règlement intérieur de l'accueil de loisirs, l'île aux vacances. Merci. J'ai oublié de me lever le doigt. Simplement faire remarquer que le fait de ne pas bouger le tarif, oui, mais là aussi, c'est maintien du pouvoir d'achat de nos concitoyens. On va y revenir globalement parce qu'il y a plusieurs délibérations ainsi. Voilà. Alors, on n'a pas voté là par contre. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, ensuite, les affaires scolaires, toujours. Alors, les deux délibérations suivantes, en fait, concernent l'implantation de l'unité d'enseignement maternel autiste. Comme vous le savez, suite à un appel à projet de l'ARS et de l'Éducation nationale en début d'année dernière, il a été attribué donc l'ouverture d'une unité d'enseignement autiste à l'AUM
à l'AEIM ADPI 54 qui va ouvrir le 1er septembre 2022 à Lunéville. Et c'est l'école Hubert de Monet qui a été retenue par l'éducation nationale pour implanter cette unité d'enseignement maternel. Donc la première délibération, en fait, c'est une convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Lunéville et l'AEIM, parce qu'en effet, cette unité d'enseignement va occuper 2 salles de classe de l'école Hubert Monet, donc il convient de conventionner avec cet organisme. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ces délibérations? On en a parlé à plusieurs reprises. C'est la 2e classe UMA en Meurthe-et-Moselle. Il y en a une dans le nord du département. Il va y en avoir une à Lunéville. Donc, c'est important. Vous le voyez, c'est pour accueillir 7 élèves de 3 à 6 ans, donc des tout petits atteints du trouble de l'autisme. Et plus ils sont pris jeunes, eh bien, plus ils ont de chances de suivre une scolarité normale et donc de mener ensuite une vie professionnelle classique, je dirais. Et je dois dire que toute l'équipe de l'école Hubert Monet est enthousiaste, on peut dire, vraiment on peut le dire, d'accueillir ces enfants. Et c'est une belle opération, même évidemment pour les enfants qui seront accueillis dans cette école, mais aussi pour l'ensemble des enseignants, parce que c'est aussi un challenge important. Ils vont être intégrés donc, dans l'école, comme vous voyez, et c'est parfait. Alors. Je rajoutais juste au dernier conseil d'école d'Hubert Monet, les représentants de la UIM sont venus présenter le projet à l'ensemble du conseil d'école, donc aux enseignants et aux parents d'élèves. Et c'est vrai que l'accueil a été plus que favorable de l'implantation de cette unité sur cette école. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Je ne sais plus si tu avais lu le projet de délibération. Non, je n'ai pas lu le projet de délibération. Puis on va voter. Donc, le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, approuve la convention de mise à disposition de locaux avec l'association AEIM ADPI 54, autorise Madame le maire à la signer. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Tu continues, Jonathan. Oui, alors là aussi, c'est encore une convention d'occupation de locaux, mais c'est la ville qui va conventionner avec la PEP Lorraine-Est, l'ancienne PEP 54, pour occuper en fait les locaux de la PEP qui se trouve quasiment juxtaposés à l'école Hubert Monet. C'était quelque chose qui était dans les tuyaux depuis quelques temps, car on avait un manque de place à la restauration municipale pour l'accueil des maternelles, et il y avait la problématique de la traversée de la rue des Bosquets par des enfants de 3 à 6 ans. Et là, le problème était d'autant plus vrai avec l'accueil des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Et donc, nous passons cette convention-là. La restauration scolaire pour l'école maternelle Hubert Monet et pour l'UMA se déroulera dans ces locaux-là, ainsi que les activités périscolaires. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions à poser? C'est toujours le même sujet? Non. Donc, projet de délibération. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, approuve la convention avec l'association des PEP Lorest et autorise Madame le maire à la signer. Qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Affaires scolaires toujours, donc là, sur l'accueil périscolaire. Voilà. Alors là, cette convention, elle est aussi traditionnelle à ce moment de l'année. C'est les conventions avec les associations pour les interventions dans le cadre de l'accueil périscolaire. On essaye, dans la mesure du possible, de travailler avec des associations de Lunéville
ou du Lunévillois pour proposer des activités aux enfants fréquentant notre accueil périscolaire. Alors, si vous avez eu la chance de revenir à la remise des livres cette année qui se déroulait mardi dernier, il y a eu une présentation de tout ce qui avait été réalisé par les enfants lors de l'année 2021-2022. Donc là, c'est une partie des associations qui vont intervenir sur les sites. On a l'association Évidence de Lunéville, le Gary Club, le Karaté Club, Sassu, Anna et Anton, c'est le nouveau nom de l'association Pas de Panique 112, en fait, qui fait de l'initiation aux gestes de premier secours. Voilà. Le comité départemental de rugby et l'association de baseball. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, autorise le maire à signer les conventions ci-jointes, décide de verser aux associations les prestations financières correspondant à leur intervention sur présentation de factures. Au titre de 2022, pour l'association Évidence, est engagée sous les références Chorus CP22/X001405/1. Pour l'association Gary Club est engagée sous la référence Chorus CP22/X001406/1. Pour l'association Lunéville Karaté Club est engagée sous les références Chorus CP22/X001407/1. Pour 2023, s'engage à inscrire les crédits relatifs au BP 2023 sur les interventions suivantes. Pour l'association Évidence, pour l'association Sassou, Anna et Anton, pour le comité départemental de rugby et pour l'association de baseball-softball. Merci. Alors, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Affaires scolaires toujours. Alors, la dernière délibération concerne les tarifs de restauration scolaire. Comme pour les tarifs de l'extrascolaire et du périscolaire, nous vous proposons de reconduire les tarifs de l'année 21 que nous avons voté en juillet dernier. Malgré le fait que l'augmentation des différentes charges, et vous l'avez sûrement vu dans la presse ou lu sur le site de l'association des maires il y a quelques semaines, face à l'augmentation des différentes charges et particulièrement de l'énergie, une grande majorité des collectivités vont augmenter ces tarifs de 5 à 10%. Nous décidons de maintenir ces tarifs et je vous rappellerai pour mémoire aussi qu'en 2022, nous avons décidé et nous avons voté une diminution. 2020, j'ai dit 2022, excusez-moi. C'est le 1er septembre. 1er septembre 2020, une diminution de 50 centimes de l'ensemble des tarifs pour les Lunévillois. Et en fait, cette baisse représente pour la tranche A, donc les cautions familiales de 0 à 600 €, une diminution de 17% du tarif du repas, de 13% pour les tranches B et de 10% pour les tranches C. Et je souhaiterais aussi, si vous en êtes d'accord, que nous rajoutions une petite phrase sous le tableau des tarifs de la restauration scolaire. C'est quelque chose qu'on pratique depuis de nombreuses années, mais qui nous semble important de rajouter sur cette délibération-là. C'est que les enfants non inscrits en classe, les enfants non lunévillois inscrits en classe spécialisée, c'est-à-dire les enfants fréquentant les ULIS, dont est l'UEMA, ainsi que ceux dont l'un des parents assure une préparation à un encadrement d'un restaurant scolaire bénéficient des tarifs applicables aux enfants lunévillois, selon le quotient familial. Les enfants scolarisés en ULIS, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des affectations qui sont décidées par l'éducation nationale. Ce n'est pas un choix des parents et depuis de nombreuses années, plus de 15 ans, on facturait en fait au tarif des Lunévillois et je vous propose ce soir de le mettre dans notre délibération. Alors, moi, je me permets d'insister parce que ce que tu as dit, bon, là, c'est une évidence, je pense qu'on acceptera tous, bien évidemment.
mais d'insister sur le tarif de la restauration scolaire. On l'a diminué au 1er septembre 2020, c'était un vrai choix qu'on avait fait. Et là, effectivement, comme un ménage classique, hein, les tarifs des ingrédients explosent également. On a bien réfléchi, on veut absolument pas pénaliser les familles encore plus. On sait que certains enfants mangent chaud et équilibré souvent le seul repas et on y tient. Donc c'est pour ça qu'on fait ce choix de ne pas augmenter les tarifs. C'est un effort, qu'on soit clair, mais un effort qu'on fait vraiment avec le sourire, si je peux me permettre, parce que c'est important. Et là, c'est une vraie action qu'on a par rapport aux familles et par rapport au pouvoir d'achat, ce qu'on disait tout à l'heure en début de séance. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Monsieur Valois. Merci. Oui, alors, très simplement, nous, on avait salué à l'époque la décision que vous avez prise. Donc, ce soir, voilà, on salue la décision qui est prise là aussi de ne pas augmenter. Je voulais simplement avoir une petite précision de la part de M. Auvillers sur la dernière partie de la mention qu'il souhaite qu'on rajoute. Je n'ai pas bien entendu ce que vous faisiez référence à des encadrants. Je n'ai pas compris. Si c'est possible, que vous répétiez. Oui, en fait, ce sont pour les agents municipaux qui ne seraient pas résidents, les agents municipaux encadrant la restauration scolaire, qui ne seraient pas résidents sur l'Univille, à qui on propose de faire un tarif lunivillois. Ça concerne 2 personnes. Pour leurs enfants, bien sûr, oui. C'est bon, c'est clair? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques concernant cette délibération? Non. Tu avais lu le projet de délibération? Le projet de délibération, Écoute, je vais vous le lire tout de suite. Le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, adopte les tarifs de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2022, tels que figurant en annexe 2 du règlement intérieur des services périscolaires. merci Jonathan. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, affaires culturelles, je vais la présenter comme Virginie n'est pas là. Donc, il s'agit, j'en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté le BS. Donc, vous le savez que depuis 3 ans, enfin, ça va être la 3e année cette année, donc la 3e édition de Sénancelle, donc qui est du théâtre de rue, de l'animation sur le thème du cheval. Donc, la particularité, c'est que ça se passe dans différents quartiers de la ville. C'est un vrai succès populaire, hein. Alors, on a eu de la chance ces 2 précédentes années qu'il fasse beau. J'espère que ça va être le cas cette année. Et donc, la ville va régler donc, la somme de 33 500 € à l'association Equiar Concept qui, bien évidemment, sur présentation de facture, qui anime cette manifestation. Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 92 500 €. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qui prend de l'essor et c'est gratuit. C'est une manifestation gratuite, bien évidemment, en cœur de ville. Et c'est une belle manifestation en cours d'été, vu que c'est toujours le 3e week-end d'août. Donc, c'est quelque chose pour les gens qui n'ont pas la chance de partir beaucoup en vacances, de profiter d'un week-end festif au milieu de l'été à Lunéville. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire à signer tous les documents afférents à ce festival. Nature 611, enveloppe 27 608, référence engagement Chorus CP 22/X0015 56/1. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Pardon, Benoît. Écoute, tu as la parole. Alors, oui et non. Parce que ma question ne concerne pas la délib, mais j'en profite que ce soit une question qui
concerne les affaires culturelles et le patrimoine. Est-ce que tu pourrais nous programmer une présentation de l'état d'avancement du recrutement de l'agent du patrimoine et de l'avancement du SUAP, donc le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, les raisons pour lesquelles les différents concours se sont révélés infructueux et pourquoi les différents candidats qui sont présentés précisément ont été rejetés. Mais pas aujourd'hui, lors d'un prochain conseil. On fera un point lors d'un prochain conseil en sachant qu'on avait un entretien de prévu. C'est quand? Il y a 3 semaines? 15 jours? Je ne sais plus. Ouais. 15 jours, oui. Un candidat n'est pas venu et un candidat s'est excusé à 9h du matin pour arriver à 10h. Et effectivement, c'est un vrai souci parce que ça fait 4 fois qu'on relance et on ne trouve pas. Voilà. Donc moi, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce poste, on a essayé de retravailler avec la DRAC pour revoir le profil parce qu'il faut parler pratiquement 3 langues couramment, il faut avoir de l'expérience, avoir un bac +5, etc. C'est une perle. Je regarde Laetitia mais vous n'avez pas l'expérience en culture, Laetitia, et vous êtes élu, donc vous ne feriez pas l'affaire. Mais vraiment, c'est compliqué. Hein. Franchement. Je savais que vous aviez un bac +5, je ne savais pas en quoi. Franchement, ça devient dramatique. Dramatique. Et j'ai bien peur pour aller plus loin. Parce que on parle tous avec tout le monde, enfin voilà, on a tous des connaissances, que le recrutement, mais que ce soit la ville de Lunéville ou ailleurs, soit vraiment un vrai souci aujourd'hui. Moi, j'insiste, hein, j'ai tous les jours, pas tous les jours, mais toutes les semaines, des entreprises qui m'appellent pour me demander si je ne connais pas quelqu'un qui cherche du travail, qui a tel profil, etc. Ça devient très compliqué. Bon, nous, on a essayé avec Alexandre et moi, parce que la pauvre dame est venue malgré tout, alors qu'on avait essayé de la joindre sur le portable pour lui dire ne vous déplacez pas, ça ne sert à rien, les candidats ne sont pas là. Du coup, on en a profité pour discuter un moment avec elle. On essaye de revoir le profil recherché, mais la DRAC ne veut pas. Donc, on va continuer. On va continuer, mais là, c'est un vrai souci. Voilà. Et la DRAC donne un délai ou pas? Comment? La DRAC donne un délai? Ah non, il n'y a pas de délai pour le moment. Il n'y a pas de délai. De toute façon, il faut bien qu'on relance l'annonce tous les 3-4 mois, qu'on n'a pas de candidat, etc. Hein. De toute façon, on n'en a pas. Hein. Moi, si vous connaissez des gens qui ont le profil, il est passé sur tous les réseaux, il est passé partout. S'il n'y a personne qui postule, il n'y a personne qui postule. Ou si les gens qui postulent ne font pas l'affaire, on ne va pas prendre quelqu'un qui ne fait pas l'affaire. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de délai. Alors, est-ce que, je ne sais plus, j'avais lu le projet de délibération, on n'avait pas voté. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, moi, je suis désolée, mais j'avais prévenu ma deuxième adjointe, vu que mon premier adjoint est malade. Moi, je suis obligée de vous quitter. Je le ferai à l'issue de cette délibération parce qu'il y a une réunion importante des maires à la communauté de communes et entre autres un sujet, c'est les ordures ménagères. Et l'heure n'ayant pas pu être changée, c'est pour ça que j'ai avancé le conseil municipal pour démarrer le conseil municipal, en faire une grosse partie, mais pouvoir me libérer pour aller à cette réunion importante, que j'espère importante, parce que j'en saurai plus tout à l'heure, au sujet du dossier ordures ménagères qui concerne bien évidemment la ville de Lunéville. Je rappelle, on dépense 84 000 € par an de traitement des OM alors que ce n'est pas de responsabilité. Donc, je tenais absolument à aller à cette réunion. Donc, je te donne la parole, Jacques, on vote, et puis ensuite, c'est Edith Bagard qui prendra la suite. De toute façon, ça va être extrêmement rapide. C'est la délibération concernant la fête nationale du 13 juillet, puisque vous le savez, nous faisons la veille au soir. Comme, en gros, on est sur la même ligne que depuis de nombreuses années, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, il y a le défilé militaire en premier, vers 19h. Ensuite, le bal populaire va commencer vers 21h avec les buffets, les animations.
Et puis le spectacle pyrotechnique aura lieu à 22h45. Pour cet ensemble de prestations, conforme à ce qu'on connaît déjà, la dépense sera intégralement prise en charge par la ville, 26 000 €. Donc il s'agit de délibérer sur ce sujet-là. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture-animation, autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation, précise que l'ensemble des dépenses liées à cet événement s'élèvera à un montant maximum de 26 000 €, précise que les crédits figurent au budget 2022, nature 6 288, enveloppe 3 751 pour les prestations feux d'artifice, nature 611, enveloppe 5 048 pour la session de spectacle, nature 6 135, enveloppe 5 103 pour les locations scéniques et matérielles, nature 6 288, enveloppe 23 270 pour les services de secours, nature 637, enveloppe 3 275 pour les redevances SACEM, nature 6 257, enveloppe 780 pour la restauration et nature 611, enveloppe 5 046 pour le service d'ordre. Là, j'avais droit à un pensum au niveau des chiffres. Voilà, c'était quasiment un bizutage. Je m'en suis à peu près tiré. Voilà, je voudrais juste souligner une chose, parce que comme il y a une retransmission, il faut que chacun sache que le 53e régiment de transmission ne sera pas beaucoup représenté sur le plan numérique ce soir-là, mais il y aura une compensation avec le défilé de matériel, pour une bonne raison, pas beaucoup de militaires, parce que les militaires du 53e vont défiler au 14 juillet à Paris, emmenés par le colonel de Boisson. Si je cherchais son prénom, Cyril de Boisson. Ouais. Voilà, c'est un grand événement pour notre régiment et évidemment ceux qui le composent. Voilà ce que je voulais dire, Madame le maire. Donc en fait, il faut être dans Lunéville le 13 au soir et devant son poste de télévision le matin pour voir les Lunévillois défiler. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc on va voter. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc je laisse Edith Bagarre continuer le conseil municipal. Merci Madame le maire de me faire confiance. Donc la délibération suivante concerne la politique de la ville. Donc je vais laisser la parole à Colette Mansuy. C'est facile pour moi. Merci Edith. Alors ça concerne le versement d'une subvention à l'association Recyclune. L'association Recyclune a pour objet la mise en œuvre d'une dynamique collective permettant de consommer autrement, d'agir pour la préservation de l'environnement, de lutter contre le gaspillage et de créer du lien social. Au regard de l'augmentation de son activité et de la nécessité d'occuper de nouveaux espaces, la ville de Lunéville souhaite soutenir le développement de leur activité, Recyclune, dans la poursuite, en leur accordant une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 4 000 €. Pour cette année 2022, cette subvention sera proratisée pour couvrir la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, soit 6 mois de fonctionnement. Le budget provisionnel de l'association Recyclune s'élève à 152 802,68 €. La commission propose une subvention de 2 000 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. Une association qui a un nombre important d'adhérents, des bénévoles, 30, 5 salariés, 3 services civiques, qui est ouvert 252 jours par an, qui a un autofinancement de 71% et a des subventions du département, de l'État, de la région et de la CCTLB pour 29%, avec un chiffre d'affaires de 97 270 €. Je lis le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'attribuer 2 000 € à l'association Recyclune, précise que les crédits nécessaires figurent au BS 2022
Nature, 6 745, fonction 40, enveloppe 29 749, engagement Chorus CP22/X001557/1. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Délibération suivante, toujours pour Colette Mansuy, politique de la ville. Alors, cette subvention concerne les quartiers d'été 2022. Conformément à la volonté exprimée par le Président de la République, le dispositif quartier d'été mis en œuvre en 2020 et 2021 est reconduit pour l'été 2022. Le dispositif est destiné aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Décliné localement, l'opération quartier d'été 2022 repose sur 3 grandes orientations nationales qui visent à faire de cet été un temps de respiration, de divertissement et de découverte, un temps de préparation et d'accompagnement à l'après-Covid, un temps de rencontre et de renforcement du lien social. Ces 3 orientations peuvent concerner les thématiques du sport, de la culture, de l'éducation, de la citoyenneté et du respect des valeurs de la République, du soutien à la parentalité, de la santé, dont la santé mentale, de la préservation de l'environnement et du cadre de vie, de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat, de l'accès au public, etc. 4 associations de Lunéville se sont portées candidates pour participer à cette opération. Alicia, qui a sollicité 2 000 € et à qui on propose 500 €. Le Centre social des Épis, qui sollicite 250 et qui obtiendra 250 €. Recyclune, qui sollicite 250 € et qui obtiendra 250 € également. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'attribuer 500 € à l'association Alicia, 250 € au centre socioculturel Les Épis, 250 € à l'association Recyclune. Nature, 6 574, enveloppe 23 159, engagement Chorus CP22/X001558/1 à 1560. Nous n'aurons pas l'association Azal parce qu'ils seront en vacances. Oui, c'est pour ça qu'il y a 4 associations qui se sont portées candidates, mais il n'y en a Mais que en fait, 3 on en a que 3 qui ont déposé un dossier. Voilà. Pour avoir participé la semaine de l'été dernier, il y avait beaucoup de locataires des quartiers prioritaires qui étaient là. Les enfants et les mamans étaient ravis. On avait tout ce qui a été décrit, là, du sport, de l'insertion. Et en plus, il y avait le soleil, donc c'était magnifique. Et il y a le DRE qui intervient aussi Il y dans ce avait le cadre-là. DRE qui intervenait aussi, également. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Oui, Laurie. Tu éteins ton micro, Colette. Merci, c'est pas une question, je participerai juste pas au vote. Merci. Donc Laurie ne participe pas au vote. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Délibération suivante, toujours pour Colette. Alors, il s'agit du renouvellement de la convention pluripartenariale avec les coapart. Convention qu'on a aussi élue à la CCTLB il y a 2 semaines. Le projet est issu des programmes Habitat de l'ex-CCL et de la ville de Lunéville, ayant trait au logement, notamment au programme national de rénovation urbaine mené entre 2009 et 2017 et de l'OPH-RU mené sur le centre ancien de Lunéville de 2010 à 2015. Ce dernier procède à l'identification des difficultés des ménages concernés par le plan de relogement autour de la précarité énergétique, des situations budgétaires dégradées, du savoir habité. Depuis le 1er janvier 2016, l'EcoApart est devenu une association. Le projet est soutenu par un engagement technique et financier des partenaires. On a la convention qui est jointe. Au vu des différents résultats présentés et du travail réalisé, les partenaires ont décidé conjointement de soutenir ce projet sur une durée de 3 ans
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Il est donc nécessaire de signer cette nouvelle convention. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le maire à signer la convention pluripartenariale EcoApart ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. S'engage à inscrire la somme de 1 500 € au budget primitif de 2022 à 2024. Somme qui a été votée au dernier budget. Alors, un petit renseignement, l'EcoApart, c'est 671 personnes ou familles qui sont venues chercher des renseignements. C'est 131 professionnels à qui l'EcoApart a présenté son projet. Et puis, la plateforme Loge-toi, initiée à l'origine par la mission locale, c'est 601 jeunes qui sont envoyés donc par la mission locale pour les aider à trouver un appartement, pour les aider à gérer leur budget, pour les aider à toutes les démarches, ouverture de compteur d'eau, etc., etc. C'est beaucoup de demandes et c'est des jeunes qui viennent des quatre coins de la France et les familles, elles sont de la région, mais elles font aussi des ateliers. J'apprends à faire mon savon, ma lessive, voilà, tout ça. Pour compléter, il y avait la personne animatrice qui a demandé aussi à quitter l'EcoApart et donc on était un peu inquiets. Et j'ai appris aujourd'hui qu'une nouvelle personne va la remplacer à partir du mois d'août. Donc il y aura un tuilage pendant un petit moment. Donc jusqu'au 1er septembre, puisque c'est le moment où Vanina s'en va. Voilà, donc l'association continue sur des bonnes bases. Et c'est vrai qu'elle rend service à beaucoup de jeunes et des familles. Et c'est une association qui est, quand on voit le nombre de partenaires, donc on se rencontre régulièrement pour faire le point et pour que l'association reste dynamique et reste utile justement pour aider toutes les personnes. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Oui, monsieur. Je veux non pas poser des questions, mais faire un constat. C'est une association qui existe, enfin une initiative qui existe depuis 7-8 ans à peu près, et qui, dès le départ, s'est montrée extrêmement efficace. Parce que c'est pragmatique, hein, on est très concret avec les personnes qui ont besoin de conseils, et quelquefois plus que de conseils, parce qu'il y a une action pédagogique qui est efficace, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se constituent ou de personnes qui s'installent qui ne sont pas toujours très au fait des démarches administratives et puis des décisions qu'il faut prendre et peuvent faire des erreurs. Donc, grâce à cette initiative d'EcoApart, beaucoup de problèmes ont été réglés au fil des années et, par exemple, de le souligner, évidemment, tout repose sur l'animation et sur la réactivité, ce qui est le cas. Donc vraiment, ce soutien a fait ses preuves et il faut continuer dans cette direction sans la moindre hésitation. Elle a été appuyée par la communauté de communes pour les excellents résultats de l'association. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Donc la délibération suivante va être présentée par Claude Bailly. Merci Edith. Donc il s'agit de la relance de l'activité économique et prestations d'action sociale, chèques cadeaux et bons d'achat. Donc cette année, la ville de Lunéville réitère l'opération chèque cadeau dans le but de soutenir les commerçants de notre ville qui ont subi différentes phases de confinement. La commune LCGOS s'associe pour cette action de manière à saluer l'investissement des 302 agents de la ville et du CCAS. Ces chèques cadeaux d'une valeur de 130 €, soit 13 chèques de 10 €, seront remis aux agents courant septembre 2022. La ville de Lunéville participe à hauteur de 100 € et 30 € provenant du CGOS. Le budget total de cette opération s'élève à 39 260 €.
Ces chèques seront valables jusqu'au 31/12/2022 chez les commerçants acceptant d'y participer. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? En tout cas, c'est une opération qui a bien plu l'année dernière, à la fois pour les bénéficiaires, mais aussi pour les commerçants, puisque c'est essentiellement sur les petits commerçants, puisque les grandes surfaces ne sont pas Tout à fait, ouais. les bénéficiaires des chèques cadeaux. Oui, seulement les commerces de la ville, Voilà, hors grande distribution. C'est ça. Mm. Donc, on va procéder au vote. Mhm. Non. Ah, tu n'as pas lu la Non, délibération. j'allais le faire. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le versement de la subvention de 30 200 € au CGOS, crédit prévu au budget supplémentaire 2022, nature 6 474, autorise Madame le maire à signer la convention avec le CGOS relative à ce dispositif jointe à la présente convention. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, voté à l'unanimité. Et nous avons fini ce conseil. Bonne soirée. De quoi? Pour la grande district? Ouais, bien sûr.